Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Place au sommaire. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la nouvelle société civile congolaise et les réseaux de défenseurs des droits humains exigent l'interpellation du directeur de la prison, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Un communiqué vous sera lu dans ce journal et un invité sera avec nous sur ce plateau pour en parler. Malgré le mandat d'arrêt de la CPI, le président russe Vladimir Poutine a effectué sa première visite à Mongolie, un pays membre de la Cour pénale internationale. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition si vous nous rejoignez. Tentative d'évasion dans les centres pénitentiaires de Makala, on en parle. Après une réunion des crises, le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation et d'autres par bousculade ou étouffement, a indiqué Jekman Chabani dans une déclaration vidéo transmise à la presse. Le ministre a également évoqué les cas de quelques femmes violées. On l'écoute. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Et dans un communiqué rendu public ce mardi 3 septembre 2024, dont une copie nous est parvenue, la nouvelle société civile congolaise et les réseaux de défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption exige l'interpellation du directeur de la prison, le ministre de la Justice congolaise et le ministre de l'Intérieur, ainsi que les responsables des services des renseignements et militaires. Suivez. La nouvelle société civile congolaise NCC et le réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption RDDHLC ont appris avec peine et douleur un bilan très lourd de 129 morts dont 24 par balle d'après les chiffres du ministre de l'Intérieur, contrairement à ce qui a été annoncé dans la précipitation par le vice-ministre de la Justice. Des cas des femmes violées ont été également signalés lors de cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Pour toutes ces raisons, la nouvelle société civile congolaise et le réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption suggèrent toute affaire cessante. 1. L'ouverture d'une enquête indépendante avec la présence active des défenseurs des droits de l'homme et que toute la lumière soit faite ainsi que l'établissement des responsabilités. 2. L'interpellation du directeur de la prison, le ministre de la Justice et garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur, ainsi que les responsables des services des renseignements civils et militaires. 3. Enfin, que tous les responsables de ce carnage et auteurs de cette évasion d'une rare cruauté soient déférés devant la justice. Fait à Kinshasa le 3 septembre 2024, cordialement national. Comme je vous l'avais annoncé au sommaire de ce journal que nous avons un invité sur ce plateau, il s'agit de Fiston Kamanda, analyste politique, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur Fiston. Et très ravi de vous recevoir sur ce plateau des journaux de BC Télévision. Plaisir est partagé. Parlons
Parlons de l'évasion, tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Quelle est votre analyse en tant qu'analyste politique? Moi, je pense que la situation est extrêmement grave. Nous sommes face à une situation qui démontre ces régimes, au-delà du fait qu'il y ait plusieurs cas de violation des droits de l'homme. Nous avions vu, nous avions tous suivi dans les réseaux sociaux comment est-ce que les prisonniers ont été tués comme des animaux. Ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi nous exigeons à ce qu'il y ait une ouverture d'enquête internationale. En tout cas, moi je pense qu'il est temps maintenant que les ONG des droits de l'homme puissent justement se prononcer et puissent saisir la Cour pénale internationale. Parce que c'en est de trop. Merci, je vous retiens encore parce que les journaux continuent. Vous le savez certainement que l'opposant Martin Fayulu, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, avait plaidé pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. À la question de savoir si ce dialogue est obligatoire et combien des Congolais jusqu'ici sont pour et quel est son objectif, tentative de réponse dans ces récits que je vous propose de suivre. Certes, la cohésion est définie comme les caractères d'un ensemble dont les parties sont unies, harmonisées, ce qui n'est pas le cas avec les autorités congolaises. Les guerres entre eux, les accusations, les attaques mutuelles et autres sont dans l'air quotidien. Selon l'opposant Martin Fayulu, la démarche du dialogue entre Congolais est de renforcer la cohésion nationale, de soutenir l'intégrité territoriale de la RDC alors que le pays fait face dans sa partie est à l'agression du Rwanda sous couvert du groupe rebelle M23. De son côté, l'opposant congolais Franck Diongo a dans une déclaration rejeté en bloc cette démarche menée par le président de l'SID. À l'en croire, la démarche de Martin Fayulu est une arnaque déguisée pour légitimer les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Très radical, ces derniers pensent que l'objectif du dialogue est de piéger le peuple congolais. D'autres questions se posent, à savoir si Martin Fayulu est-il dans son rôle de président élu ou d'opposant? Mais si c'est en tant qu'opposant, s'ajoute-t-il d'un appel de pied au pouvoir avec ce que cela implique comme retombée? De l'autre côté, l'Église du Christ au Congo est disposée à offrir ses bons offices pour réunir sous l'arbre à palabres des Congolais proches du pouvoir, de l'opposition et de la société civile afin de discuter pour la réconciliation, la cohésion nationale, la sécurité et la paix en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui ressort des propos tenus par le pasteur Maurice Mondingo. Mais à ce stade, la préoccupation de plusieurs Congolais est de savoir si les partis leaders de l'opposition congolais, Ensemble de Moïse Katumbi, LGD de Matata Pogno, ainsi que le PPRD de Joseph Kabila, seront présents. Dossier à suivre. Je reviens à vous, monsieur Fiston Kamanda. Avec tous les guéguerres qui existent aujourd'hui entre le parti politique de l'opposition et du pouvoir, pensez-vous que non, ce dialogue sollicité par Fayulu pourra aboutir à quelque chose? Moi, je pense que c'est un faux fuyant, allais-je dire, parce que M. Fayulu n'a pas pour rôle d'accompagner les pouvoirs en place. Nous savons que ce pouvoir, c'est un pouvoir qui ne respecte pas les accords. Alors moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que M. Fayulu peut vouloir à ce qu'il y ait un dialogue. Il va dialoguer avec qui? Avec M. Tshisekedi, qui ne respecte pas les dialogues. Et allais-je dire, des accords. Il avait un accord signé avec Joseph Kabila et le FCC, mais un accord qui n'a jamais été respecté. Vous aviez vu comment est-ce qu'il y a eu basculement de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Et maintenant, on va dialoguer quoi avec M. Tshisekedi? Et moi, je pense que l'idée de vouloir à ce qu'il y ait une cohésion nationale n'est pas mauvaise en soi. Mais le plus grand problème ici, c'est M. Tshisekedi, qui, lorsque il traite justement l'ancien président Joseph Kabila d'agir, si vous voulez, des connivences avec l'AFC, ce sont des propos extrêmement graves qui divisent justement la classe politique. Donc, moi je pense que l'idée de Martin Fayulu... Comment? Ça empêcherait ces dialogues. Mais il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue.
à moins que M. Fayulu puisse rencontrer M. Tshisekedi afin qu'il puisse discuter tête à tête avec lui. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce que Joseph Kabila, qui d'ailleurs est traqué, même sa famille est traquée ici à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo, et Kabila puisse accepter justement de dialoguer avec Tshisekedi aujourd'hui. Je ne pense pas. Vous aviez suivi également Moïse Katumbi, sa position est claire. Il n'y aura pas de dialogue avec M. Tshisekedi. Monsieur Fiston, vous êtes analyste politique. Répondez-moi avec la sincérité. Est-ce que vous pensez que nous avons une opposition dans ce pays? L'opposition existe bel et bien, mais sauf que les régimes en place ne donnent pas justement à cette opposition la possibilité de jouer son rôle. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a Seth Kikouni qui est arrêté. J'aurais appris qu'il serait à la nerf. Dans ce sujet, si vous pouvez aussi nous dire de quoi il est exactement reproché, on lui reproche quoi? En tout cas, je ne sais pas si on lui reproche de quoi, mais ce que moi je sais, Seth Kikouni aurait fait des déclarations, je ne sais pas moi, ségrationniste ou séparatiste, je ne sais pas, mais ce n'est pas vraiment une raison fondée pour que Seth Kikouni soit arrêté manu militari. Vous voyez un peu, il n'y a pas que Seth Kikouni, il y a Mike Mukebai qui se trouve jusqu'à aujourd'hui en prison pour avoir critiqué le régime de M. Tshisekedi. Je ne sais pas si demain, moi aussi je serai arrêté, parce que avec ces régimes, lorsque vous dites la vérité, vous deviendrez justement, comment je peux dire, l'ennemi juré. Non seulement de M. Tshisekedi, mais l'ennemi juré aussi du régime en place. Et si on posait les questions concernant la situation sécuritaire à l'Est, quelle sera votre réponse? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin définitivement à cette guerre? Bon, je vois les efforts fournis par les parties prenantes dans ce qui se passe au Luanda. Et nous ne pouvons que souhaiter les retours de la paix dans la partie est de notre pays. Mais lorsque M. Tshisekedi traite par exemple son homologue rwandais Paul Kagame d'être assassin, quelque chose comme ça, moi je pense qu'il doit quand même faire un effort pour pouvoir mettre de l'eau dans son vin pour essayer un peu de créer un climat de paix dans la sous-région. Merci beaucoup, M. Fiston. C'est un plaisir de répondre à nos questions. Merci. Je vous libère déjà. Le journal continue. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a captivé l'audience dans sa présentation de 20 minutes devant les patrons chinois lors de la deuxième et dernière journée du Forum économique RDC-Chine. Pour commencer, il a mis en lumière les potentiels hydroélectriques que la RDC regorge, tout en mettant en évidence une capacité impressionnante de 100 000 MW, principalement alimentée par le bassin du fleuve Congo. Suivez. Mis à part cette source majeure de l'énergie, Teddy Luamba a fait comprendre à cet auditoire qu'il y a plusieurs autres sources qui pourraient intéresser les investisseurs chinois, entre autres le photovoltaïque, bénéficiant d'un excellent taux d'ensoleillement, la biomasse couvrant 94% du territoire, ainsi que les énergies thermiques, géothermiques, éoliennes et nucléaires. Le ministre a également précisé que la demande actuelle en électricité s'élève à 5 250 MW, tandis que l'offre globale est de 2100 MW sur une capacité installée de 2800 MW et que les opportunités dans le secteur minier où le déficit en électricité est estimé à 2500 MW. Parmi les opportunités probables pour les Chinois, la construction des centres hydroélectriques, l'hybridation des sites, l'hydroélectrique avec du photovoltaïque, le développement des sites photovoltaïques autour des mines, ainsi que l'expansion des réseaux de transport et de communication ont été mentionnés par Teddy Luamba, avec plusieurs projets à réaliser d'ici 2028. Il était opportun pour le ministre de présenter le potentiel hydroélectrique de la RDC qui indique que les pays possèdent plus de la moitié des eaux douces d'Afrique et 6% des eaux douces mondiales. Actuellement, la RDC exploite 1 330 000 m3 par jour, bien en deçà des 3 700 000 m3 par jour de la demande actuelle, avec 79% d'eau de surface et 21% d'eau souterraine.
Plus de la moitié de la population a besoin d'eau potable, ce qui représente une opportunité majeure pour les investisseurs. Teddy Lamba les appelle à venir investir en RDC car le besoin est là, le potentiel est là, le gouvernement congolais est là pour mieux les accompagner. Nous sommes partenaires, a-t-il conclu. Pour rappel, ce forum économique Chine-RDC, qui avait débuté le lundi 2 septembre et s'est clôturé ce mardi 3 septembre 2024, a connu la participation du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, et plusieurs personnalités de la République démocratique du Congo. Restons en Chine où le président de la République Félix Tshisekedi a eu un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping et leur délégation restreinte sur la coopération bilatérale, le partenariat commercial et les relations diplomatiques. Au cours de leurs échanges, Félix Tshisekedi a reconnu les soutiens et contenus de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. La presse présidentielle. Situé à l'ouest de la place Tiananmen à Beijing, c'est ici au Grand Hall du Peuple qu'a eu lieu la rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poignée de main, le président de la République est reçu en grande pompe par le chef de l'État chinois. En prélude au sommet FOCAC 2024, le président Xi Jinping a organisé un banquet d'accueil et des événements bilatéraux pour les dirigeants des pays africains présents au FOCAC. La RDC a eu le privilège d'ouvrir ce volet diplomatique. Un moment d'échange d'une demi-heure auquel ont pris part leurs délégations restreintes respectives. Dans son mot de bienvenue, le président Xi Jinping a commencé par remercier son hôte congolais pour avoir honoré l'invitation. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Chine à veiller sur l'esprit d'amitié et de coopération qui existe entre son pays et la RDC. De son côté, le président Félix Tshisekedi a salué l'amitié historique des deux États basée sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures du partenaire, tout en renouvelant l'invitation à son homologue pour une visite officielle en RDC. Sur le volet diplomatique, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. La RDC est reconnaissante à la Chine pour son soutien continu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement pour la levée de l'embargo sur l'achat des armes. Sur le volet économique et commercial, le chef de l'État a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire mention du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure conclu par la Chine et la RDC. Pour clore cette première journée diplomatique, le président de la République a échangé avec le vice-premier ministre chinois Ding Xuanxing qui représentait son pays au déjeuner d'amitié officiel offert par le président chinois Xi Jinping au président Tshisekedi et sa délégation. Et puis clôture le lundi 2 décembre 2024 de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, d'août de l'année en cours. Cette session a été marquée par des moments clés, notamment la présentation du programme quinquennal du gouvernement provincial. Ginette Fika nous en dit plus. Ouverte depuis le 3 août 2024 pour l'investiture du gouvernement provincial, la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient d'être clôturée le lundi 2 septembre 2024. Cette session a été caractérisée par des moments cruciaux, notamment la présentation du programme quinquennal du gouvernement provincial, mais aussi l'investiture de ministres provinciaux, marquant ainsi une étape importante dans la formation du gouvernement Bumba. Et le lundi 2 septembre 2024, les jours de sa clôture, le président de l'APK, Lévi Mbuta, a félicité les élus provinciaux pour le travail abattu durant cette session extraordinaire. Dans un autre chapitre, en cette période de la rentrée des classes, l'APK invite le gouvernement provincial à prendre les mesures nécessaires pour stopper l'épidémie des Mpox, signalant que l'ouverture de la prochaine session à l'Assemblée provinciale de Kinshasa est prévue d'ici la fin du mois en cours.
Corge avec moi, c'était le 2 septembre 2024. À l'international, Vladimir Poutine a rencontré ce mardi 3 septembre son homologue mongol à Ulan-Bator, la première visite officielle du président russe dans un pays membre de la Cour pénale internationale CPI depuis l'émission des mandats d'arrêt à son encontre. Son déplacement apparaît comme un acte de défi envers la CPI. France 24 pour plus de détails. Vladimir Poutine accueilli avec tous les honneurs en Mongolie. En théorie, ce pays membre de la Cour pénale internationale a le devoir de l'arrêter. Depuis le 17 mars 2023, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre lui. La Haye l'accuse du crime de guerre de déportation illégale de plus de 16 000 enfants ukrainiens. Vladimir Poutine est en principe fortement entravé dans ses déplacements. Mais malgré les pressions des pays occidentaux et des ONG, Ulan-Bator lui a au contraire déroulé le tapis rouge. C'est un pied de nez, c'est un bras d'honneur même. Et qui n'est pas très étonnant, on n'imagine pas Vladimir Poutine, sous le coup de ce mandat d'arrêt international, ne pas prendre des précautions avant que d'aller sur le territoire d'un État parti au statut de Rome, comme on le dit. La Mongolie viole ses obligations juridiques. Il se trouve que ces obligations juridiques ne sont en l'état assorties d'aucune sanction. La Mongolie est coincée entre les deux géants régionaux que sont la Chine et la Russie. Moscou lui fournit du carburant et 1/5 de son électricité, une énergie indispensable dans l'un des pays les plus froids du monde. Pour sortir de cette dépendance, la Mongolie se tourne vers l'Occident et notamment vers la France. La visite de Vladimir Poutine a pour but de couper court à ses velléités d'émancipation et de maintenir le pays dans la sphère d'influence du Kremlin. Et ce journal touche à sa fin avant tout les rappels des principaux titres. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la nouvelle société civile congolaise et les réseaux de défenseurs des droits humains exigent l'interpellation du directeur de la prison, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Un communiqué vous a été lu dans ce journal et nous avons également eu un invité avec qui nous avons parlé de ce sujet. Malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, le président russe Vladimir Poutine a effectué sa première visite à Mongolie, un pays membre de la Cour pénale. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.